Alors que la frontière marque une différence charnelle, la justice sociale est une source de bonheur collectif. Pour un national-socialiste donc, des différences physiques n'est un ordre naturel hiérarchique sur lequel on doit bâtir un projet commun afin d'assurer un bonheur collectif. Autrement dit, le national-socialisme bâtit un projet collectif au sein d'un monde inégalitaire. C'est ce qu'on appelle la société organique. L'image est celle du corps humain où chaque organe doit être à sa place et y assurer sa fonction pour préserver la santé de l'être tout entier. Dans une société organique, chaque citoyen doit agir à sa place et y servir la communauté pour en assurer la pérennité. Voilà pourquoi le 10e point du programme de la NSDAP déclarait « L'activité de l'individu ne doit pas nuire aux intérêts de la collectivité, mais s'inscrire dans le cadre de celle-ci pour le bien de tous ». Dans son numéro du 1er avril 1923, la revue française Foi et Vie publia la fin d'une étude consacrée au mouvement des idées en Allemagne et plus exactement à l'œuvre d'Oswald Spengler sur la décadence de l'Europe. On lisait « L'idée du contrat social lui est odieuse. Il faut intéresser aux destinées de l'État tous les travailleurs, transformer le socialisme en nation organisée où régneront autorité, discipline et liberté, où toutes les forces du travail seront mobilisées pour la prospérité commune. » Et d'ajouter « Ce sont les idées directrices de ce national-socialisme qu'Hitler organise à Munich, dans la ville même où Spengler se trouve, et qui se tourne vers le fascisme italien, voyant en Mussolini son maître et son prophète. » Dès 1923, donc, l'auteur avait bien compris l'essence du national-socialisme, c'est-à-dire la primauté du bien commun sur les intérêts particuliers. Et c'est ici que surgit l'enjeu majeur, car poussée à son terme, cette philosophie réduit nécessairement les libertés individuelles en promouvant le totalitarisme. Après avoir rappelé que pour le national-socialisme, l'esprit national est immanent, l'auteur déjà cité expliquait « Cette conception est tout à fait opposée à celle qui considère la nation légale comme une juxtaposition volontaire de citoyens qui ne peuvent vouloir qu'individuellement. Le pouvoir politique est dans ce cas institué pour satisfaire les intérêts individuels et doit respecter les droits sacrés des individus. Le droit est le produit du dénombrement des volontés individuelles. La volonté générale s'exprime par un nombre de votes. La loi est une vérité statistique. » Au contraire, l'idéologie du Troisième Reich considère le droit comme un produit spontané de l'esprit national. Il a un caractère immanent et non transcendant. Il est l'expression non des volontés juxtaposées, harmonisées par des principes juridiques, mais l'expression d'une collectivité organique cimentée par les liens physiologiques de la consanguinité et les liens mystiques de la fraternité. Les individus ne possèdent pas de droits antérieurs sacrés et inaliénables que l'État, c'est-à-dire la collectivité, doit respecter. L'individu n'a d'autres droits que ceux que la communauté lui reconnaît et lui laisse dans le propre intérêt de la communauté. C'est pourquoi la doctrine nationale-socialiste exclut le libéralisme et l'individualisme. Les nationaux-socialistes l'admettaient clairement. Le 15 novembre 1934, à l'université de Cologne, le chef du service central de presse du Parti national-socialiste, M. Dietrich, donna une conférence sur les principes philosophiques du national-socialisme. Résumant son allocution, la presse rapporta « M. Dietrich a parlé ensuite de la crise de la philosophie. Cette crise provient de la lutte entre l'individualisme et la communauté. L'individu n'existe pas pour lui-même, mais en tant que membre d'une communauté, race, peuple, nation. À la pensée individualiste se substitue une pensée universaliste. Les prétendues idées immortelles de l'individualisme sont précisément les idées dont les peuples qui les professent sont en train de mourir. Il faut donner à la philosophie des bases nouvelles. L'orateur a comparé le national-socialisme au fascisme. Cette doctrine a des points communs avec le national-socialisme, mais il lui manque de s'élever à l'universel.
Il cherche à sauver, dans une certaine mesure, l'individualisme, tandis que le national-socialisme ne reconnaît d'autre liberté à l'individu que d'être productif pour la communauté. Nous nous heurtons ici au problème crucial. Dans une société organique, le citoyen voit ses libertés réduites car il doit prendre sa place pour servir la communauté. Certes, on pourra lui répéter que de la prospérité commune dépend au final son bonheur personnel. Le 20 septembre 1939, l'ambassadeur britannique en Allemagne, Sir Neville Anderson, fut contraint d'admettre « Beaucoup de réformes sociales de Herr Hitler, malgré leur négation absolue de la liberté personnelle de pensée, de parole ou d'action, étaient des réformes démocratiques extrêmement avancées. Le mouvement force par la joie, le soin pris à l'éducation physique de la nation et par-dessus tout l'organisation des camps de travail, l'idée que Herr Hitler m'a dit lui-même avoir emprunté à la Bulgarie, sont des exemples typiques d'une dictature bienveillante. Une grande part de sa législation sous ce rapport survivra dans un monde nouveau et meilleur. Mais même si on lui tient ce discours, l'individu n'en reste pas moins un individu qui raisonne par rapport à lui. Or, au point de vue individuel, être à sa place, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie remplir les devoirs qu'on nous commande et en échange, bénéficier de certains droits, pouvoir décisionnaire, salaire, vacances, protection sociale, etc. Par conséquent, une question primordiale surgit au niveau de l'individu. Les droits dont je bénéficie et les devoirs qu'on m'impose assurent-ils mon bonheur? Cette question, je la juge parfaitement légitime, car c'est une règle quasi universelle. L'être humain aspire au bonheur et fuit la souffrance. Par conséquent, tout le monde doit pouvoir s'interroger. Ma vie m'apporte-t-elle le bonheur? Y répondre nécessite toutefois de réfléchir sur la voie qui mène au bonheur. Je dis bien réfléchir sur la voie qui mène au bonheur, pas définir ce qu'est le bonheur. Car le bonheur reste une notion subjective.